Et pourquoi est-ce que ça paraît si anodin? Eh bien parce que les gens disent, et alors qu'est-ce que ça change de marquer parents au lieu de père et mère, et de ça va rien changer dans la vraie vie? Eh bien si, parce que juridiquement, on ne pourra plus se revendiquer homme ou femme, père ou mère. Ça change en fait la filiation. La filiation biologique qui est issue de l'accouplement, la fusion d'un homme et d'une femme. Il n'y a pas d'être humain sans l'homme et la femme. Eh bien, la loi, elle va créer une nouvelle filiation en jouant de ce subterfuge d'une filiation légale par l'autorité, par l'adoption plénière qui va être accordée, ouverte entre guillemets, aux personnes de même sexe. L'adoption plénière, c'est quelque chose qui a été inventé après la guerre pour donner des parents à des enfants abandonnés ou dont les parents étaient morts. Pour être adoptable, il faut que les deux parents aient disparu, bien évidemment. En France, il y a 2000 enfants dans ce cas-là. Et on les donne à des couples stériles ou des couples qui demandent à adopter, mais évidemment aussi pour compenser une carence de couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y en a 25 000. 25 000 couples stériles, avec ce que représente comme drame, comme maladie, comme handicap la stérilité, pour 2000 enfants adoptables, dont 600 français. Et on va nous expliquer qu'on va pouvoir ouvrir l'adoption à d'autres couples. Bon, alors ça, c'est un premier mensonge. C'est pas pour ces enfants-là que cette loi est ouverte. C'est clair. Ou alors c'est inhumain. Parce que ces femmes et ces hommes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui souffrent, on leur enlève même la chance d'avoir cela. Sachez qu'en plus, en ouvrant l'adoption, et ça vous le savez sans doute déjà, comme il y a, en fait, on adopte des enfants à l'étranger dans des pays qui sont pauvres, et qui trouvent ici de quoi, d'abord, de l'amour, une compensation affective, bien évidemment, mais aussi matérielle, économique. Pourquoi les pays pauvres donnent leurs enfants adoptés? C'est parce qu'ils savent qu'ils seront élevés dans le confort et dans la richesse, enfin, en tout cas plus riches et moins pauvres affectivement, économiquement que dans leur pays. Mais c'est de moins en moins vrai en plus. Sachez que les pays, vous le savez, les pays sont émergents, ils commencent à avoir la Chine notamment, a un confort, un niveau de vie qui fait qu'on ne donne plus les enfants adoptés dans des pays plus riches. On a cette richesse. Donc elle diminue de toute façon aujourd'hui, de fait, l'adoption internationale. Mais quand ils savent qu'en plus, ils donneront leurs enfants à des couples de même sexe, ils ferment l'adoption. Parce qu'ils pensent quand même que pour un enfant, il vaut mieux retrouver la structure originelle de la filiation originelle. Donc on aura de moins en moins d'enfants adoptés. Alors pour qui elle est cette adoption plénière, à votre avis? Vous avez une idée? Allez-y madame, vous avez une idée? Voilà, pour l'insémination artificielle, pour des enfants fabriqués. Voilà, c'est ça le but de la loi. Sachez que c'est très grave. Pourquoi? Parce que de fait, aujourd'hui, pour faire des enfants entre personnes de même sexe, si on ne veut pas les faire par voie naturelle, ce que moi je propose à tous mes copains, moi je dis d'accord, vous voulez des enfants, faites-les avec une femme, et comme ça cet enfant aura une mère. Mais par le fait de l'adoption plénière c'est un mécanisme qui transfère, qui annule la filiation biologique. C'est-à-dire que légalement, on transfère la filiation sur deux personnes en effaçant les parents biologiques, d'accord? Et ça transfère toute la parenté. C'est pour ça qu'elle est réservée à la même structure, père-mère, d'où il est issu sur les biologiques qui ne sont plus là. Donc là, vous imaginez bien qu'en transférant sur deux personnes de même sexe, certes, il y aura un père qui retrouvera la place du père, mais la place de la mère sera remplacée par un père. Et la mère sera réputée ne pas avoir existé. Donc demain, par cette adoption plénière, et c'est ça cette nouvelle filiation sociale,
qui est totalement irréaliste et absurde. Un enfant aura un acte de naissance, Nicolas, né de Bernard et de Jean-Pierre. Oui, on y va. C'est ça, je n'invente rien. Ça sera la conséquence de la loi de Madame Taubira. Tu veux dire des hommes entre eux? Avec le père. Oui. Bah oui. Mais le problème, c'est que si... Alors, attends. Ouais, oui, vas-y. Le problème, c'est que si le père biologique meurt, l'enfant se retrouvera, on va dire, carrément orphelin, ou il ne sera pas reconnu par l'autre. Alors, on est entièrement d'accord, il y a des situations comme ça, non mais attends, c'est vrai, ça c'est une des revendications effectivement qui a donné lieu à cette loi. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut pallier parfaitement ces défauts en améliorant des lois existantes qui sont des lois de transfert à la mort. La loi, si elle peut changer carrément la filiation biologique, elle peut changer la filiation à cause de mort, ce qui est logique. C'est-à-dire que soit vous le faites par volonté, c'est le juge qui entérinera votre testament. Moi, tu vois, j'ai des enfants. J'ai écrit dans mon testament que si je mourais et que Basile, mon mari, mourait, j'ai désigné les parents qui seront les tuteurs, enfin les parents éducateurs. Et si ces parents-là, comme nous serons morts, mes enfants non majeurs deviennent adoptables, on est d'accord? Eh bien, ils pourront adopter en parenté pleine, mais même l'adoption plénière peut se faire par une personne unique. Hein. Voilà. Donc cette personne pourra adopter. C'est parfaitement faisable techniquement, légalement. Il faut simplement le prévoir. C'est pas automatique. Et c'est normal que ça soit pas automatique. Pourquoi? Oui, alors je t'explique. Parce que 75% des couples aujourd'hui homoparentaux, enfin homo qui élèvent des enfants, ces enfants sont issus en fait d'une première union hétérosexuelle. Parce que voilà, les parents ont eu leurs enfants, puis se sont séparés, et le papa ou la maman a retrouvé un compagnon ou une compagne, mais de même sexe. Ou alors c'est sans doute parce que ça peut être interdit. Ils ont fait des enfants en couple, etc. Vous ne pensez pas de cette manière non plus? Comment ça se fait? C'est-à-dire qu'ils ont eu une relation avant, c'est-à-dire que... Là, ils ont eu une relation, ils ont eu des enfants. Une relation avant, mais peut-être sous le poids de la société, se sentant différents, avec une femme ou un homme, et qu'ils ont fait cet enfant, ils se sont séparés. Non, oui, d'accord, mais je crois pas parce que tu sais, les causes de séparation sont multiples. On n'aime plus, c'est tout. Alors on n'aime plus aussi peut-être parce que c'était pas sa vraie orientation. Mais l'homosexualité, elle peut apparaître à un certain moment de la vie. D'ailleurs, pour parler de ça, je préfère te donner la parole parce que tu es quand même plus à même de parler d'homosexualité. Est-ce qu'on peut être homosexuel en milieu? Oui, tout à fait. D'abord, je tiendrais quand même à remercier les personnes représentant les pro-mariage, parce que je pense que c'est la logique, qui ont fait le choix de rester, de débattre et d'accepter le débat, contrairement aux quelques excités qu'on a pu voir. Donc merci. Et donc, oui, tout à fait, on peut devenir homosexuel comme on peut devenir hétérosexuel, mais à nouveau, ce n'est pas un choix, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là. De nombreuses personnes disent c'est des personnes qui ont fait ce choix, donc on n'a pas de droit à leur accorder, c'est faux, ce n'est pas un choix. Après, il y a aussi des personnes qui... oui, enfin, des bisexuels. Oui, il y a aussi les bisexuels, tout à fait. Mais c'est même pas ce dont je voulais parler. Mais c'est pas un choix non plus. Et je pense que fondamentalement, c'est même pas une question d'homosexualité, de bisexualité ou d'hétérosexualité. On est attiré par des personnes. On peut être attiré par un homme, on peut être attiré par une femme au cours de sa vie. Et c'est absolument pas. Comment ça systématique? On ne change pas d'attirance, enfin globalement, il y a une espèce de continuité à peu près majoritaire. Hein? Oui, je voulais juste introduire par là que je détestais les termes d'homosexualité et d'hétérosexualité et de bisexualité parce que ça réduisait justement les personnes à leur sexualité, alors que ce n'est pas du tout cela.
C'est d'ailleurs dans cette logique qu'on entend nombre d'associations nous dire que tous les homosexuels sont et doivent être pour ce projet de loi parce qu'ils sont homosexuels, mais Aurélie, je crois, le rappelait tout à l'heure en faisant ma présentation. C'est une logique que je considère profondément homophobe. C'est dire que les homosexuels sont des homosexuels avant d'être des hommes et des femmes, ce qui est pour moi totalement faux. Comme je le disais, à nouveau, ce n'est pas un choix, ça fait partie de nous. C'est exactement ce qui me choque également quand ce que tout le monde appelle communément Gay Pride s'appelle la marche des fiertés. Je pense qu'on n'a absolument pas à être fier d'être homosexuel, ce serait comme être fier d'avoir 2 bras et 2 jambes. Ça nous appartient, ça ne doit pas être une fierté, ça ne doit pas être une honte, certainement pas, et ça il faut bien le faire comprendre. Quand on s'oppose à ce projet de loi, on ne juge pas les personnes homosexuelles, on ne parle pas de sexualité, bien que si dans le fondement de la loi on parle justement d'évolution en fonction de la sexualité, mais c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas les états de fait des personnes, c'est vraiment le côté juridique et c'est vraiment la loi. Exactement pareil, on nous rappelle en permanence que soit quand on s'oppose à ce projet de loi, on est forcément homophobe et catholique intégriste. C'est ce qu'on entend partout. Et bien à nouveau, il y a de toutes les religions qui s'opposent à ce projet de loi, il y a aussi des athées, je suis athée, je m'y oppose. À nouveau, pour les personnes, et je pense qu'il y en a pas mal ce soir, qui sont des personnes croyantes, à nouveau, c'est un sujet qui concerne la loi, qui concerne le code civil. Alors certes, vous êtes éclairés par vos croyances, mais c'est à nouveau pas la question. Nous différencions de certaines personnes et certains groupes qui ont pu s'opposer à ce projet de loi en mettant la religion devant. On ne peut pas le tolérer. Ce n'est pas une question religieuse, nous parlons du mariage civil, nous parlons du code civil, et pourquoi le code civil doit être préservé comme il est. On nous parle en permanence d'égalité des droits. L'égalité des droits est là. Tous les hommes ont le droit de se marier, toutes les femmes ont le droit de se marier. Le maire ne refusera pas le mariage à un homosexuel parce qu'il est homosexuel. Un homosexuel peut épouser une femme, qu'elle soit hétérosexuelle, lesbienne ou bisexuelle, ce n'est pas un problème. Et le mariage, il faut quand même rappeler qu'on est le seul pays au monde où il y a un lien entre mariage et filiation. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le parallèle entre tous les pays qui ont adopté l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, parce que nous n'avons pas la même législation. À nouveau, le mariage n'est pas un contrat d'amour. On nous parle de reconnaissance de l'amour homosexuel. Nous le reconnaissons, il n'y a aucun problème. L'amour n'a pas de sexe, l'amour est partout. Nous reconnaissons l'amour homosexuel, et il n'y a aucun problème avec cela, mais à nouveau, le mariage n'est pas un contrat d'amour. Le mariage est un contrat qui crée les conditions de protection de l'enfant. C'est une famille. Et de la femme, oui. Et de l'homme, mais avant tout de la famille, qui est constituée. Si ce n'est pas un problème, on finit nos interventions, on passera à Nico ensuite. C'est plus simple dans ce temps-là. Et donc, c'est absolument pas un contrat d'amour, c'est le contrat de protection de la famille et de protection des enfants. On nous parle, alors ça c'était pour le principe d'égalité des droits, on nous parle en permanence de lutte contre les discriminations. Mais en ce qui concerne les enfants, est-ce que c'est être discriminant que de proposer à tous les enfants d'avoir le droit à un père et une mère? Je ne le pense pas. J'ai été élevé par un père et une mère, j'ai eu cette chance, et je pense que tout le monde a droit à cette chance, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors il y a d'autres situations, il y a d'autres familles, et nous les reconnaissons. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles homoparentales, il y a des familles homo-éducatives. Nous reconnaissons toutes les formes de famille, mais on ne peut pas institutionnaliser une famille qui n'est pas la famille, qui respecte la filiation biologique. Alors quand je dis cela, on me parle du divorce, donc il faut interdire le divorce. Non, à nouveau, nous sommes sur ce débat pour la protection des enfants. Nous ne pouvons pas laisser un enfant dans une situation familiale délétère. Il faut qu'il puisse être protégé. Donc le divorce, quand ça ne va plus du tout dans une famille, par dernier recours, je ne suis absolument pas en train d'inciter au divorce,
mais au dernier recours, pour les droits de l'enfant, c'est quelque chose qui s'impose. Donc les familles, et on nous dit, après divorce, il y a des familles monoparentales. De fait, il y a des familles monoparentales, mais il y a une différence entre famille monoparentale, là où il y a un seul parent, et famille homoparentale, où il y a deux parents, et où on crée un parent, on place un parent qui est un parent fictif, qui est, enfin fictif non, je ne parle pas dans sa présence auprès de l'enfant, il y a de l'amour des couples homosexuels pour l'enfant qui les élève, il n'y a aucun problème avec ça, mais il y a un parent fictif en cela qu'on introduit quelque chose qui est en décalage avec la filiation biologique. On ne peut pas instituer cela. Dans la monoparentalité, l'enfant est dans l'altérité de l'absence. Il a la quête du parent absent, qu'il n'y a pas dans un couple, enfin dans une famille homoparentale ou homoéducative, puisqu'on lui crée un deuxième parent. On lui offre un deuxième parent, plus exactement. Donc il faut reconnaître ces situations de fait. Je pense qu'il faut, comme le disait Frigide, revoir la loi sur le Pacs, mais même sur l'union civile que nous proposons d'ailleurs, enfin, du moins pour plus gai sans mariage. Mais il est important de reconnaître les enfants et les familles homoparentales. Pourquoi ? Parce qu'on parle bien des droits de l'enfant, et l'enfant qui vit en situation d'homoparentalité a le droit d'avoir une protection comme tous les autres enfants. À nouveau, c'est le droit à l'enfant. Donc, pour ça... Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, d'accord, pardon. Oui, c'est le droit... On a placé dans ces situations qui sont bancales, il n'y a pas tous ces droits, c'est pas égalitaire par rapport aux autres types de familles. Donc, il est important de sortir de... Nous demandons la suspension de ce projet de loi pour de grands états généraux sur la famille et la filiation. Et également, quelle que soit la fin de ce projet de loi, et surtout, si, comme nous le souhaitons, il pouvait être suspendu, il faut absolument proposer quelque chose